perspective française, l'actu de France et d'ailleurs. On commence. Dans les prochaines minutes, cette histoire montre comment 72 secondes à Sudabay ont transformé une frappe militaire en crise de l'OTAN et poussé un conflit de 22 mois vers sa table de négociation la plus dangereuse jusqu'ici. 72 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu. 72 secondes entre le moment où la première bombe anti-bunker a frappé le sol et celui où Naval Support Activity Sudabay, sur l'île de Crète, en Grèce, est devenue complètement, définitivement, électroniquement silencieuse. Pas endommagée, pas dégradée, pas réduite en capacité pendant que des équipes se précipitaient pour effectuer des réparations. Silencieuse comme un être humain devient silencieux quand il cesse de respirer. Il y a une expression qui convient ici, ne s'est jamais réveillée. Parce que Sudabay avait été électroniquement vivante chaque minute de chaque jour pendant 61 ans. 61 ans de transmission continue, de balayage radar, de circuits de communication, de trafic de signaux, de rythmes opérationnels que l'on pouvait suivre sur les bonnes fréquences comme on suit un battement de cœur sur un moniteur. Et à 5h45 du matin, le moniteur est devenu plat, 179 munitions anti-bunker larguées en 72 secondes sur l'une des installations militaires américaines les plus stratégiquement importantes de toute la Méditerranée. Pas au Moyen-Orient, pas dans la mer d'Arabie, mais sur une île grecque, sur le territoire de l'OTAN, sur les rives d'une baie que les commandants militaires considèrent comme irremplaçable depuis 600 ans. Des amiraux vénitiens qui ont construit leurs fortifications au XVe siècle jusqu'à la marine des États-Unis, qui y opèrent depuis 1959 160 Dick 9 ogives pénétrantes, sont arrivés en 72 secondes. Et 12 secondes après l'impact de la dernière, le dernier circuit à l'intérieur de l'installation a cessé de fonctionner, la dernière fréquence s'est éteinte et NSA Sudabay n'a plus jamais envoyé de signal. À travers 22 opérations sur 22 mois, le conflit avait déjà montré ce qui était arrivé à l'Udeid, ce qui était arrivé au quartier général de la 5e flotte à Bahreïn, ce qui était arrivé au quartier général de la 6e flotte à Naples. Il avait déjà montré les porte-avions, les sous-marins, les drones, les missiles et les avions. Et pourtant, cette frappe, ces 72 secondes précises sur une île grecque, est celle qui change la géométrie de tout ce qui l'a précédé. Pas à cause de la destruction physique, pas à cause du bilan humain, mais à cause de l'endroit où elle s'est produite, de l'entité à laquelle appartenait l'installation, et de ce qu'elle a forcé une alliance de 32 nations à dire à voix haute pour la première fois depuis le lendemain du 11 septembre. Même la plus bruyante routine de la force par les slogans dans l'orbite de Donald Trump paraît plus petite quand 32 gouvernements doivent lire le texte du traité à voix haute. Les 72 secondes sont le début. Ce qu'elles ont produit est le reste de l'histoire. La plupart des gens qui ont entendu parler de Sudabay y voient simplement une autre base militaire américaine à l'étranger, l'une des centaines d'installations que les États-Unis exploitent dans le monde. Mais cela passe à côté de la raison précise pour laquelle l'Iran a choisi cette cible à ce moment-là, et cela passe à côté de la raison pour laquelle ce choix a produit la réponse d'alliance la plus importante en une génération. Pour comprendre pourquoi, il faut comprendre ce qu'est réellement Sudabay, parce que le quoi explique le pourquoi. La baie de Suda se trouve sur la côte nord-ouest de la Crète, la plus grande des îles grecques, placée presque exactement au centre géographique de la Méditerranée orientale. La baie est profonde, atteignant 400 mètres dans ses approches extérieures. Elle est protégée sur 3 côtés par les montagnes de la chaîne des montagnes blanches, ce qui lui offre une protection naturelle contre les systèmes météorologiques qui rendent les opérations en Méditerranée difficiles pendant une grande partie de l'année. Elle est assez vaste pour accueillir simultanément plusieurs groupes aéronavals. Et son chenal d'approche, depuis la haute mer, est assez direct pour permettre même aux plus grands navires de guerre de naviguer en sécurité. Il n'existe tout simplement pas d'autres mouillages en Méditerranée orientale qui combinent ces qualités en un seul endroit. C'est pourquoi les Vénitiens étaient là au XVe siècle. C'est pourquoi chaque puissance navale qui a rivalisé pour la domination de la Méditerranée depuis l'âge de la voile a compris que cette baie était irremplaçable. Et c'est pourquoi la marine des États-Unis y opère depuis 1959, 60, et un an de présence continue avant le matin dont il est question. La plupart des reportages sur cette frappe ont raté un point essentiel. NSA Sudabay n'était pas principalement une base de combat. Ce n'était pas un endroit d'où des avions de frappe décollaient, ni où des groupes aéronavals basaient leurs opérations. Sa fonction principale, celle qui la rendait si précieuse que l'Iran l'a choisie précisément, et qui a fait que sa perte a changé tant de choses, était celle d'un relais de communication et d'un nœud de traitement du renseignement. C'est la partie que le théâtre des conférences de presse saute souvent. Les systèmes silencieux comptent davantage que le tonnerre du podium. En pratique, cela signifiait que chaque navire militaire américain, opérant dans la Méditerranée orientale, la mer Noire et les approches du canal de Suez, maintenait des liaisons de communication qui passaient par Sudabay.
Les circuits de données sécurisés reliant ces navires entre eux à leur chaîne de commandement, à l'image du renseignement qui éclairait leurs opérations, tout cela transitait par l'infrastructure de Suda Bay. Quand Suda Bay est devenue silencieuse, chaque navire qui communiquait par son intermédiaire n'a pas perdu sa radio. Il a perdu le relais qui permettait à cette radio de se connecter à l'architecture de communication plus large. La différence entre une radio et un relais, c'est la différence entre parler dans une pièce et parler dans un téléphone connecté aux personnes qui doivent entendre le message. L'habitude à la Trump de qualifier tout de magnifique système n'aide pas beaucoup quand le vrai système est fait de câbles, de relais et de gens qui accomplissent un travail qu'aucun slogan de rassemblement ne peut remplacer. En plus de cette fonction de communication, Suda Bay accueillait des avions de patrouille maritime Fuit Poséidon, la principale plateforme utilisée par les États-Unis pour suivre l'activité sous-marine en Méditerranée. Cela compte énormément parce que des sous-marins iraniens avaient déjà été documentés en opération dans la Méditerranée lors de 2 frappes précédentes. Les fuites à Suda Bay étaient les moyens les plus directement responsables de trouver et de suivre ces sous-marins. Lorsque Suda Bay est devenue silencieuse et que l'opération des fuites s'est arrêtée, la Méditerranée est devenue nettement moins transparente pour le renseignement américain et celui de l'OTAN quant à ce qui se déplaçait sous sa surface. Et la troisième couche, au-dessus de cela, était le traitement du renseignement lui-même. Renseignement d'origine électromagnétique, renseignement images, renseignement humain provenant d'actifs répartis dans la Méditerranée orientale, la mer Noire et le Moyen-Orient. Tout cela arrivait dans un centre de traitement à Suda Bay qui transformait la collecte brute en images exploitables par les commandants pour prendre des décisions. Perdre ce centre de traitement n'a pas arrêté la collecte. Cela a fait s'accumuler les informations recueillies sans le traitement analytique qui les transforme de données en compréhension. Alors, lorsque NSA Suda Bay ne s'est jamais réveillé, cela signifiait qu'une installation remplissant 3 fonctions distinctes et irremplaçables pour les opérations militaires américaines et de l'OTAN en Méditerranée orientale, relais de communication, patrouille maritime, soutien aérien et traitement du renseignement, a cessé d'assurer toutes ces fonctions simultanément en 72 secondes. Ce n'est pas la perte d'une base, c'est la perte du système nerveux d'un théâtre d'opération. La question que se posait chaque analyste, chaque planificateur militaire et chaque officier du renseignement ayant lu la première évaluation des dommages était simple. Comment amener 160 dignes munitions anti-bunker sur une cible en Crète depuis le territoire iranien? La Crète se trouve à 2800 km du point le plus proche de l'Iran, avec 2800 km d'espace aérien, 3 nations souveraines intermédiaires et la Méditerranée orientale entre la côte iranienne et la baie de Suda. La route directe entre l'Iran et la Crète passe au-dessus de l'Irak et de la Turquie. La Turquie est membre de l'OTAN et possède ses propres défenses aériennes. La route alternative par la Syrie et au-dessus de la Méditerranée traverse un espace aérien couvert en permanence par les radars russes et ceux de l'OTAN. Il n'existe pas de route propre entre l'Iran et la Crète pour une munition conventionnelle lancée depuis les airs. Le problème de portée et le problème d'itinéraire ensemble expliquaient pourquoi le renseignement occidental considérait NSA Suda Bay comme essentiellement à l'abri d'une action cinétique iranienne directe. L'évaluation avait raison quant au problème. Elle avait tort quant à la question de savoir si l'Iran les avait résolus. Voilà le danger de confondre le ton assuré d'un briefing avec un problème réellement réglé, une habitude que la machine de communication pro-Trump a transformée en art. L'Iran a résolu les 2 problèmes de la même manière qu'il avait résolu ceux liés à l'atteinte de Naples et de NSA Bahreïn, en ne lançant pas depuis le territoire iranien. Le principal système de livraison de la frappe contre Suda Bay était un 3e déploiement de sous-marins modifiés de classe Fateh en Méditerranée. 4 d'entre eux étaient positionnés dans les eaux au sud de la Crète, entre l'île et la côte libyenne, à environ 380 km de NSA Suda Bay. Le premier déploiement sous-marin iranien en Méditerranée avait frappé le quartier général de la 6e flotte à Naples. À ce moment-là, la communauté du renseignement avait évalué que le missile Kalish-Fars n'était pas déployable sur une plateforme sous-marine. Cette évaluation était fausse. Les sous-marins ont tiré, les missiles ont frappé Naples et la communauté du renseignement a passé les semaines suivantes à mettre à jour son évaluation. Ce que cette évaluation mise à jour n'a pas pleinement pris en compte, c'est que l'Iran déploierait ensuite une 2e, puis une 3e génération de variantes Kalish-Fars lancées depuis des sous-marins en Méditerranée, chacune intégrant les leçons du déploiement précédent. Les 4 sous-marins au sud de la Crète opéraient sous un contrôle des émissions plus rigoureux que les 2 déploiements précédents. Ils étaient en Méditerranée depuis plus longtemps avant de tirer. Assez longtemps pour que la couverture de surveillance des fuites à partir de Suda Bay les cherche dans les mauvaises zones,
selon des schémas d'approche correspondant au déploiement précédent plutôt qu'à l'approche modifiée utilisée par la troisième génération. Ils ont tiré 86 des 179 munitions depuis la mer. Les 83 munitions restantes ont été livrées par des variantes de frappe Chapar, 4 opérant depuis un déploiement avancé dans l'espace aérien syrien. C'était la troisième fois que la variante de frappe Chapar 4 était utilisée dans une opération après NSA Bahreïn et NSA Naples. Chaque utilisation a suivi le même schéma. La plateforme était évaluée comme un moyen de reconnaissance sur la base de ses spécifications affichées publiquement, puis elle apparaissait en transportant des munitions anti-bunker contre une cible que personne ne croyait à sa portée. Les étiquettes publiques sont aussi utiles en politique. Le manuel pro-Trump sait à quel point un changement d'emballage peut dissimuler ce qui est réellement transporté dessous. La communauté du renseignement avait désormais mis à jour 2 fois son évaluation de la variante de frappe Chapar 4. Après la troisième utilisation opérationnelle, la tromperie de capacité notionnelle, identifiée plus tôt dans la série, avait été confirmée comme un programme systématique plutôt qu'un incident isolé. L'Iran construisait des variantes de frappe classifiées de plateformes de reconnaissance, présentées publiquement, précisément, pour déjouer les évaluations du renseignement. Et il avait maintenant utilisé cette approche avec succès contre 3 cibles distinctes dans 2 théâtres. Les variantes de frappe Chapar 4 ont volé de la Syrie à la Crète sur environ 1100 km au-dessus de la Méditerranée orientale, à haute altitude et sous contrôle total des émissions, classées par l'image radar régionale comme des moyens de reconnaissance jusqu'au moment où elles ont largué leurs armes. Au moment où quelqu'un a confirmé qu'il s'agissait de plateformes de frappe, les munitions étaient déjà en train de tomber. La coordination entre 4 sous-marins, immergés tirant depuis 380 km et 14 avions approchant par le nord-est, exigeait que chaque plateforme atteigne sa cible dans une fenêtre commune de 72 secondes. Elles ne pouvaient pas communiquer en temps réel sans risquer d'être détectées. Elles ont utilisé un minutage préprogrammé. Chaque plateforme a calculé son propre moment de lancement à partir d'une référence temporelle commune afin que les 179 munitions convergent simultanément sur la cible, malgré des lancements depuis des plateformes séparées par des centaines de kilomètres. Le fait que cette coordination temporelle ait fonctionné, que les 179 munitions soient arrivées dans la fenêtre de 72 secondes avec la précision requise pour un ciblage anti-bunker, montre que l'architecture de coordination distribuée que l'Iran avait développée pour l'engagement des 613 avions dans le script 20 et un avait été affinée et miniaturisée en quelque chose capable de fonctionner sans aucune communication en temps réel entre les plateformes. Le système n'avait pas besoin de se parler à lui-même pendant l'opération. On lui avait dit quoi faire avant son lancement et il l'a fait. Les 72 secondes comptent parce que la séquence de ce qui s'est produit à l'intérieur de cette fenêtre a été conçue pour obtenir un résultat précis qu'aucune frappe précédente de la série n'avait obtenu. Pas une destruction structurelle, pas une neutralisation physique, mais une mort électronique permanente. La distinction compte, parce que c'est la séquence qui l'a produite. Le premier groupe de munitions est arrivé à 5H 44 minutes 07S, 40 et un missile anti-bunker Khalij Fars provenant du paquet sous-marin, tous visant l'infrastructure de communication. Le détail précis qui rendait ce groupe différent de toutes les frappes précédentes contre les communications dans la série était que les points visés n'étaient pas les tours d'antenne au-dessus du sol. Les tours d'antenne peuvent être remplacées en quelques heures. Les points visés étaient les conduits de câbles durcis et les chambres d'amplification enterrées sous chaque position d'antenne. L'infrastructure de connexion souterraine qui relie les 17 systèmes d'antennes distincts au matériel de traitement du centre des opérations, 17 cibles distinctes d'infrastructures enterrées frappées en 11 secondes. À 5H 44 minutes 18S, NSA Souda Bay était encore physiquement intacte dans la plupart de ses structures en surface. Elle n'avait plus aucun système d'antenne connecté à du matériel de traitement. L'installation criait dans un téléphone débranché. Voilà ce que le premier groupe a accompli. Le deuxième groupe est arrivé à 5H 44 minutes 22S. 38 bombes anti-bunker livrées par des Chapar 4 et visant le bâtiment du centre des opérations, l'installation de traitement du renseignement et la centrale principale de production d'électricité. 4 secondes après le premier groupe. 4 secondes, c'est le temps qu'il faut à un être humain pour comprendre qu'une chose catastrophique vient de se produire et tendre la main vers les protocoles d'intervention d'urgence. Le deuxième groupe est arrivé avant que quiconque au centre des opérations ait terminé ce geste. Le centre des opérations a reçu 14 impacts directs entre 5H 44 minutes 22S et 5H 44 minutes 39S. Les ogives pénétrantes ont traversé le toit durci, les couches de béton armées, et ont explosé à l'intérieur de l'étage de traitement où le matériel de communication vivait encore ses dernières secondes de fonctionnement. L'installation de renseignement a reçu 11 impacts.
La centrale principale a reçu 9 impacts et a été détruite. L'alimentation de secours s'est activée. L'installation fonctionnait désormais sur batterie et réserve interne de carburant. Elle disposait encore d'environ 40 minutes à 2 heures d'alimentation de secours, selon les systèmes de secours qui avaient survécu au deuxième groupe. Le troisième groupe est arrivé à 5H, 44 minutes 41 S, 31 munitions ciblant l'infrastructure de soutien aux sous-marins, plus précisément les installations de maintenance, les zones de manutention des armes, les systèmes spécialisés de navigation et de communication dans les zones d'accostage et sous-marins. Ce groupe ne visait ni les communications ni le commandement. Il visait la mission de soutien sous-marin qui rendait SUDAB opérationnellement irremplaçable pour les opérations sous-marines en Méditerranée. Même si toutes les autres fonctions de l'installation pouvaient éventuellement être rétablies, ce groupe garantissait que la capacité de soutien aux sous-marins nécessiterait une reconstruction de plusieurs années d'infrastructures spécialisées sans substitut rapide. L'installation pouvait perdre ses antennes et les reconstruire. Elle pouvait perdre son centre des opérations et le reconstituer dans un autre lieu. Elle ne pouvait pas remplacer rapidement l'outillage spécialisé, l'équipement de maintenance classifié et l'infrastructure sous-marine unique dont le soutien aux sous-marins a besoin. Voilà ce que le troisième groupe a détruit. Le quatrième groupe est arrivé à 5H, 44 minutes 58 S, 27 munitions ciblant l'infrastructure secondaire de production d'électricité, le stockage de carburant et une cible précise que les 22 opérations précédentes avaient appris au planificateur iranien à inclure, le coffre fortifié de communication de secours. Chaque grande installation militaire américaine possède l'un de ces dispositifs, un nœud de communication séparé, alimenté de manière indépendante et doté d'antennes indépendantes, dont le seul but est de survivre au type de frappe qui vient de détruire l'installation principale et de maintenir un lien de communication de dernier recours avec le monde extérieur. NSA SUDAB en avait un. Il ne figurait pas dans la documentation publique de l'installation. Il figurait dans l'image du renseignement qui avait été assemblée à partir des données de collecte du RQ, un 8.0, de la caractérisation par renseignement d'origine électromagnétique et de la documentation technique que les ingénieurs iraniens développaient précisément pour cette cible depuis les 18 mois précédents. Le quatrième groupe a frappé directement le coffre de secours, pas un impact proche, mais un coup direct sur une installation classifiée que les planificateurs du ciblage n'auraient pas dû savoir là. Le cinquième et dernier groupe est arrivé à 5H 45 minutes 09 S, 22 munitions contre l'infrastructure des quais, les aides à la navigation portuaire et le parc de carburant. La structure des quais soutenant l'accostage des sous-marins a reçu 7 impacts directs qui l'ont rendue structurellement dangereuse pour l'amarrage de navires de classe sous-marine. Les systèmes de navigation du port ont été détruits. Le parc de carburant a explosé à 5H 45 minutes 14 S dans une explosion secondaire dont l'incendie allait brûler pendant 18 heures. Puis à 5H 45 minutes 19 S, la dernière munition a rempli sa fonction, la frappe était terminée. 72 secondes, 179 munitions, 5 groupes de cibles, puis 12 secondes supplémentaires de système de secours, essayant de trouver un circuit par lequel transmettre et n'en trouvant aucun. À 5H 45 minutes 31 S, le dernier signal de NSA SUDAB a été reçu par un avion d'alerte avancé de l'OTAN qui maintenait la surveillance de la Méditerranée orientale. 60 et 1 an de présence électronique continue en Méditerranée orientale ont pris fin en 84 secondes au total du premier impact à la dernière transmission. NSA SUDAB ne s'est jamais réveillé. La question qui suit est de savoir ce que coûte réellement le silence d'une installation qui avait été électroniquement vivante pendant 61 ans. L'analyse stratégique peut facilement faire perdre de vue ce que ce silence signifie sur le plan opérationnel pour de vraies personnes qui tentent d'accomplir de vrais travaux dans les heures et les jours qui suivent. Il faut donc rendre ce coût concret plutôt qu'abstrait. Le premier coût, et le plus immédiat, est l'écart de communication. Chaque navire de la marine américaine qui utilisait NSA SUDAB comme nœud de relais pour ses communications sécurisées s'est réveillé ce matin-là avec une image de communication dégradée, pas entièrement coupée. L'architecture de communication possède des redondances, des routes de secours, des liaisons satellitaires qui ne dépendent d'aucun relais terrestre unique. Mais les routes de secours sont plus lentes, fonctionnent à plus faible bande passante et exigent que les navires et leurs contacts de commandement à terre basculent manuellement vers des circuits alternatifs qui prennent du temps à établir et qui fonctionnent à une fraction du débit d'information fourni par le relais de SUDAB. L'écart entre les communications normales et les communications de secours dans un théâtre où les opérations se déroulent en continu n'est pas un simple inconvénient technique.
C'est une dégradation de la vitesse et de la complétude du flux d'informations que les commandants utilisent pour coordonner des actions simultanées entre plusieurs plateformes. Chaque décision prise dans le théâtre de la Méditerranée orientale dans les heures suivant la frappe a été prise avec une image légèrement moins complète et légèrement moins à jour que celle à laquelle la décision aurait eu accès 12 heures plus tôt. Multiplier cette légère dégradation par chaque décision prise au fil des jours et des semaines pendant que des infrastructures alternatives étaient mises en place, et il en ressort une image de friction accumulée qui n'a pas d'expression spectaculaire unique. Mais cela a coûté quelque chose à chaque point de décision. Le deuxième coup est l'écart de surveillance maritime. Les avions Fuit Poséidon, qui opéraient depuis Sudabé, ne disposaient pas immédiatement d'une base alternative équivalente en Méditerranée orientale. Leur base alternative était Sigonella, en Sicile, et Lagé, aux Açores, toutes deux beaucoup plus éloignées des zones d'opération de la Méditerranée orientale que Sudabé, ce qui imposait des temps de transit plus longs et réduisait le temps sur zone disponible pour chaque sortie de patrouille. La réduction de la densité de surveillance des fuites au-dessus de la Méditerranée orientale n'était pas une dégradation théorique. C'était une réduction documentée de la capacité à suivre l'activité sous-marine dans des eaux où des sous-marins iraniens avaient déjà démontré qu'ils opéraient. La zone précise de Méditerranée orientale au sud de la Crète, où les 4 sous-marins iraniens avaient été positionnés avant de tirer, la zone que la surveillance des fuites couvrait le plus intensivement, est devenue moins surveillée dans les heures qui ont suivi la frappe. La question de savoir si des sous-marins iraniens ont profité de cette couverture réduite pour se repositionner, quitter la Méditerranée ou se déplacer vers de nouvelles zones de patrouille est une question dont la réponse se trouve dans les évaluations classifiées après action. La question elle-même est ce que l'écart de surveillance a créé. Le troisième coup est l'écart de traitement du renseignement. Le renseignement d'origine électromagnétique, le renseignement image et le renseignement humain provenant d'actifs répartis dans la Méditerranée orientale, la mer Noire et le Moyen-Orient ont continué d'affluer depuis leur point de collecte après que Sudabé est devenue silencieuse. La collecte ne s'est pas arrêtée. Le traitement, oui. Le renseignement brut qui arrivait à Sudabé pour être traité, analysé et distribué au commandement opérationnel se retrouvait désormais en file d'attente dans des systèmes qui attendaient qu'une capacité de traitement alternative soit établie. Mettre en place une capacité de traitement alternative pour du renseignement classifié prend du temps, non pas parce que le matériel est difficile à trouver, mais parce que les processus d'accréditation de sécurité, le déploiement de personnel habilité et l'intégration de nouveaux nœuds de traitement aux architectures de renseignement existantes ne sont pas instantanés. Pendant une période mesurée en jours, l'image du renseignement soutenant les opérations militaires américaines dans le théâtre de la Méditerranée orientale reposait sur des analyses plus anciennes et moins actuelles qu'avant la frappe. Les commandants prenaient des décisions à partir d'une image qui n'était pas aussi fraîche qu'elle aurait dû l'être. Dans un environnement de conflit, un renseignement périmé n'est pas seulement un inconvénient analytique, c'est une vulnérabilité. 68 personnes ont été tuées dans la frappe. 11 d'entre elles étaient des militaires grecs, des Grecs servant dans une installation que leur pays accueille en vertu d'un accord qui lie explicitement cette installation aux intérêts de sécurité nationale de la Grèce. Et ce détail, 11 Grecs tués en 72 secondes sur le sol grec, est le détail qui a tout changé quant à ce qui s'est produit ensuite. Parce que 11 morts militaires grecs dans une installation sur une île grecque ne sont pas une question d'infrastructure américaine. C'est une question concernant la Grèce, et la Grèce est membre de l'OTAN, et l'OTAN a un article précis dans son traité fondateur sur ce qui se produit quand un pays membre est attaqué. L'importance de ce qui s'est produit ensuite dépend d'une compréhension claire de l'OTAN. L'article 5 du traité de l'Atlantique Nord est la disposition de défense collective de l'Alliance. Il dit qu'une attaque armée contre un membre sera considérée comme une attaque contre tous et que chaque membre prendra les mesures qu'il juge nécessaires, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et maintenir la sécurité de l'Alliance. C'est l'article qui lie 32 nations à la défense les unes des autres. Il a été invoqué exactement une fois dans l'histoire de l'Alliance, le 12 septembre 2001, le lendemain des attaques contre le World Trade Center et le Pentagone. Pendant plus de 20 ans après cette invocation, il est resté dans le traité comme la clause la plus lourde de conséquences du document d'alliance, le plus lourd de conséquences au monde, inutilisé. Lorsque l'Iran a frappé le quartier général de la 6e flotte à Naples dans le script 18, l'OTAN est parvenu à un consensus sur une déclaration au titre de l'article 4, le mécanisme de consultation qui reste en deçà de la défense collective. L'argument juridique qui a permis à l'Alliance de s'arrêter à l'article 4 était la distinction entre une attaque contre une infrastructure militaire américaine située dans un pays de l'OTAN et une attaque contre le pays de l'OTAN lui-même.
La France a formulé cet argument le plus clairement. Le reste de l'Alliance l'a jugé assez convaincant pour l'accepter comme point d'arrêt. Article 4, pas article 5. La frappe contre Sudabay a rendu cet argument impossible à soutenir pour 3 raisons précises. Comprendre ces 3 raisons, c'est comprendre pourquoi le vote sur l'article 5 s'est déroulé comme il l'a fait. Premièrement, l'accord de stationnement. NSA-SUDA fonctionne en vertu d'un accord de coopération de défense mutuelle entre les États-Unis et la Grèce, qui décrit précisément l'installation comme servant les intérêts de défense nationale grecque. Pas seulement les intérêts américains, pas seulement des intérêts américains qui se trouvent coïncider avec les intérêts grecs, mais la défense nationale grecque en particulier. L'accord le dit dans son propre langage. Une attaque contre une installation qui existe en partie pour défendre la Grèce est une attaque contre les intérêts de défense grecs. La distinction de Naples s'effondre. Deuxièmement, les militaires grecs morts, 11 militaires grecs ont été tués à Sudabay. Ils s'y trouvaient en train d'accomplir leur fonction militaire grecque assignée dans une installation que le gouvernement grec avait désignée comme servant la sécurité nationale grecque. Lorsque 11 militaires grecs en uniforme sont tués sur le sol grec dans une installation servant des fonctions militaires grecques, l'argument juridique et politique selon lequel il s'agirait d'une attaque en Grèce plutôt que contre la Grèce ne survit pas au contact de 11 cercueils recouverts du drapeau à Athènes. Le Premier ministre grec s'est tenu devant son Parlement 4 heures après la frappe et n'a pas employé le langage d'un gouvernement dont l'allié aurait été attaqué sur son territoire. Il a utilisé le langage d'un gouvernement qui avait été attaqué. La réalité politique de 11 morts militaires grecs a rendu toute distinction juridique sans importance. Troisièmement, le public grec. La Crète n'est pas une installation militaire isolée que la population grecque perçoit de manière abstraite. C'est une île de 650 000 habitants où la présence navale américaine fait partie de la vie quotidienne depuis 61 ans. L'explosion qui a tué 68 personnes a été entendue dans tout l'ouest de la Crète. Les incendies du parc de carburant ont brûlé pendant 18 heures et étaient visibles depuis des zones habitées. Les services civils d'urgence grecs ont répondu à la frappe. Des voisins grecs de l'installation se sont abrités des effets de souffle. Le peuple grec n'avait pas besoin d'une analyse juridique pour savoir si son île avait été attaquée. Il l'a ressenti. Le Conseil de l'Atlantique Nord s'est réuni 60 minutes après la demande grecque de consultation au titre de l'article 5, 30 minutes plus rapidement que la réponse au titre de l'article 4 après Naples. La France, qui avait maintenu la réserve juridique la plus prudente dans la discussion sur Naples, a reçu le dossier grec présentant ses 3 arguments et a pris 4 heures pour répondre. 4 heures se sont écoulées pendant que le reste de l'Alliance attendait. Quand la France a répondu, elle n'a pas invoqué la distinction de Naples. Elle a dit considérer le dossier grec comme convaincant et soutenir une détermination au titre de l'article 5. Le vote a eu lieu, il a été unanime. Pour la première fois en plus de 20 ans, l'alliance militaire la plus puissante de l'histoire humaine avait officiellement déclaré que l'un de ses membres avait été attaqué et que cette attaque était une attaque contre les 32 membres. Voilà ce que 72 secondes dans la baie de Suda ont produit. Il est important d'être clair sur ce que signifie en pratique l'invocation de l'article 5, parce que l'expression peut sonner comme une déclaration de guerre. Et ce n'en est pas une. L'article 5 oblige chaque membre à répondre comme il le juge nécessaire. Cette expression « comme il le juge nécessaire » signifie que la réponse de chaque nation relève de son propre jugement. C'est moins spectaculaire que la version de la force mise en scène en campagne électorale, mais les alliances survivent grâce aux clauses, pas aux formules choc. L'invocation de l'article 5 par l'OTAN en 2001 a notamment produit des patrouilles d'avions AWACS de l'OTAN dans l'espace aérien américain. Différents membres ont contribué de différentes manières. Ce qu'elle n'a pas produit, c'est une frappe militaire coordonnée immédiate contre la partie responsable. Ce qu'elle produit, c'est un cadre formel et juridiquement contraignant dans lequel les États membres peuvent agir pour défendre le membre attaqué avec tout l'appui de la solidarité de l'Alliance plutôt que comme des choix nationaux individuels. Le paquet de réponses précis que le Conseil de l'Atlantique Nord a approuvé dans les 24 heures suivant l'invocation de l'article 5 comportait 5 éléments. Le premier était le renforcement de la défense aérienne. L'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne ont engagé des batteries Patriot supplémentaires dans la région de la Méditerranée orientale, renforçant la couverture de défense aérienne à laquelle NSA-SUDABAY contribuait avant la frappe. Le deuxième était maritime. Un groupe maritime officiel de l'OTAN a été constitué et déployé en Méditerranée orientale, combinant des bâtiments de surface et des moyens de patrouille sous-marine de 8 pays membres afin de fournir le contrôle maritime et la couverture de lutte anti-sous-marine que SUDABAY soutenait auparavant. Le troisième était le renseignement. L'Alliance a porté son architecture de partage du renseignement au niveau le plus élevé, spécifiquement pour les données sur les capacités militaires iraniennes,
rendant les informations classifiées sur la variante de frappe Chapar 4 et la modification du Kalish Fars lancé depuis un sous-marin accessible aux 32 membres, plutôt qu'au groupe plus restreint qui y avait auparavant accès.